Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que la journée a été bonne et que la préparation du repas ce soir sera également agréable et surtout que vous avez mangé sainement parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens mangent plutôt salement. On va parler de nourriture, on parlera de culture aussi et de patrimoine. On va parler de notre histoire, on parlera pour savoir pourquoi on préfère aujourd'hui aller dans le fast-food plutôt que de penser à sa santé. On voit ça dans culture et patrimoine. Alors, pour parler de culture et patrimoine, le prénom est de mise. France Guillain, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous présenter tout de suite. Vous êtes... beaucoup de choses. Alors, vous êtes auteur de livres comme La méthode sur tout ce qui concerne l'alimentation, la nutrition. De beaucoup de livres, parce que j'ai navigué pendant 17 ans. On reviendra sur toute cette histoire-là juste après, mais d'abord présenter celle qui est là avec vous, Virginie Chanteloup. J'allais dire, tiens, c'est l'ordre Canteloup. Presque. Massothérapeute, ça veut dire ? Oui, tout à fait. Ça veut dire tout simplement s'occuper du corps pour lui apporter un bien-être général. Donc c'est la thérapie par thérapie manuelle, voilà, tout simplement. D'accord. Juste faut dire quand même qu'il y a des maris qui sont très tolérants, passent son temps à tripoter les autres. Donc la question, quand on parle de nutrition aujourd'hui, globalement, quelle définition on peut donner sur ce qu'aujourd'hui mange l'occidental ? De la malbouffe. Très très mal. C'est pour ça qu'il y a tellement de maladies dégénératives. Les gens sont tous en état inflammatoire. Y compris, on parle des perturbateurs endocriniens, on parle de tout ce qui est neurologique, ou bien on parle seulement de... Toutes les maladies, cancer, sclérose en plaques. En fait, l'épigénétique aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude des gènes, montre que quand on reçoit un gène défectueux, il ne peut se manifester de façon désagréable que si l'environnement n'est pas bon. C'est-à-dire, on peut avoir hérité de maladies de ses ancêtres qui ne vont jamais se déclarer si on donne au corps de bons aliments, si on a un bon environnement, si on va nager, si on va marcher, courir, si on a aussi des relations agréables avec les autres autour de soi. Parce que tout ça va influer. Quand on a une grosse contrariété, on digère mal. Mais ça va agir aussi sur la digestion. Qu'est-ce qui est le plus important ? Parce que je vais faire la transition avec la massothérapeute qui est juste là. C'est le mental ou c'est le corps ? C'est à égalité absolue. C'est-à-dire que quand on agit sur le corps, on agit sur le mental, on se sent mieux. Quand on agit sur le mental, on agit aussi sur le corps, on se sent mieux. À la limite, pour l'illustrer, on pourrait dire qu'il vaut mieux manger mal joyeusement que bien tristement, mais en même temps, manger mal tout le temps, ça va rendre triste aussi. D'accord. Le corps aujourd'hui subit, de plein fouet cette malbouffe, cette mauvaise nutrition et surtout le stress qui en découle, parce que je pense que Alexandre dirait qu'il faudrait trancher le nœud gordien, mais comment faire en sorte que le corps ne subisse pas justement de plein fouet quand je parle de stress, c'est vraiment le stress qu'on sent au niveau des cervicales, qu'on sent au niveau de son dos. Vous devez les avoir au bout du doigt, quoi. Tout à fait, c'est ça. Sans les mettre à l'index, d'ailleurs. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon activité depuis 5 ans, j'avais l'impression de mettre un petit peu un pansement sur la plaie. Mais la plaie ne se referme réellement jamais, puisque les gens aujourd'hui qui viennent en cabinet prendre soin d'eux ont souvent un déséquilibre, justement, corps et esprit, et les deux sont liés et sont importants. Et moi, j'agissais sur le corps, et j'essayais de donner des conseils pour l'esprit. Mais si l'individu ne fait pas d'efforts à son niveau seul pour améliorer l'ensemble, on ne peut pas être une béquille permanente. Donc il faut lui donner des outils simples et lui réapprendre à justement avoir les moyens de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Donc moi, je peux aider avec mes mains, à décontracter des nœuds, à libérer l'esprit, etc., à réconcilier, effectivement, à se réconcilier avec son corps, parce que parfois, on oublie les zones de son corps, et le fait de les masser, on se les réapproprie, on se rend compte qu'on a mal là, qu'on est tendu ici, que cette caresse fait du bien et qu'elle nous donne du plaisir. Enfin voilà, c'est vraiment redonner aux gens l'amour de leur corps. Mais ça a ses limites, et c'est pourquoi j'avais
à un moment donné, je me suis tournée vers France Guillain parce que j'ai lu le livre La méthode. Donc celui-ci qui a été pour moi une vraie révélation quand je l'ai lu en vacances au Sri Lanka et que j'ai vu que tout ce que disait France dans son livre était tellement vrai et tellement simple qu'il fallait que tout le monde le sache et surtout que les Réunionnais le sachent. Donc j'ai décidé au mois d'octobre de contacter France Guillain pour qu'elle vienne nous voir à La Réunion, étant donné aussi qu'elle avait une petite histoire chez nous. On reviendra sur ça juste avant vous demander, on a écrit beaucoup d'ouvrages sur la cuisine, sur l'alimentation. Beaucoup ont essayé de montrer comment il faut manger, mais c'est un paradoxe, mais on mange de plus en plus mal. Alors, je pense qu'on s'est simplement éloigné de la nature, parce que le fait que j'ai fait quand même le tour du monde à la voile avec mes enfants a été pour moi une révélation. C'est-à-dire que dans tous les pays, comme je voulais préserver mes enfants de la maladie, parce que en naviguant, j'avais pas de médecin, j'avais pas de pharmacie, j'avais pas d'hôpital, donc je me suis dit, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans en bon état, que vous alliez en Papouasie, n'importe où. Avec vos enfants, ce que vous avez surtout fait, c'est que vous les avez déconnectés de toutes mauvaises habitudes. Il n'y a pas que ça, parce que le bateau, c'est pas parfait non plus. Eh bien, parce qu'il n'y a pas la société autour. Oui, ça donc surtout pas le temps de prendre de mauvaises habitudes, voilà. de manger. Oui. Mais ce que je voulais surtout, c'était prendre note de quelle était la meilleure... Quand je partais, il fallait que j'embarque sur le bateau de quoi manger pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Eh bien, j'ai noté dans tous les pays où je passais comment mangeaient les personnes âgées qui étaient en très bonne santé. Et je me suis rendu compte que dans tous les pays, on faisait le même type d'association d'aliments. Et 29 ans après avoir publié le constat, c'est-à-dire en 79, j'avais publié dans une revue le constat que j'avais fait au niveau mondial, c'est-à-dire que tous les humains font le même type d'association traditionnellement, mais on était en train de s'en éloigner. Et Harvard a sorti la synthèse de 22 000 études internationales et ils ont conclu exactement à l'alimentation que j'avais décrite, en observant seulement comment mangeaient les gens dans tous les pays où je passais. Et l'alimentation de la Réunion, si vous prenez celle de vos grands-parents, si vous prenez celle des grands-parents dans le Pacifique, que vous preniez celle des grands-parents... Vous êtes arrêté à Okinawa, au Japon ? En France, bien sûr, évidemment. Mais vous retrouvez les mêmes mélanges partout. Juste une parenthèse, Okinawa, c'est là où il y a le plus je ne suis pas allée à Okinawa, mais j'ai beaucoup de contacts avec le Japon parce que un de nos oncles était directeur de l'AFP là-bas et marié avec une japonaise. Et donc j'étais en relation énormément avec Robert Guillain, vraiment qui était un des fondateurs du Monde d'ailleurs. Il m'a énormément appris de choses là-bas, et puis je connais quand même beaucoup de Japonais, j'ai des amis japonais. Il y a une chose aussi, c'est que vos origines font que vous sentez un petit peu chez vous, un peu partout finalement. Oui, absolument. Parce que j'ai des origines. J'ai mon arrière-grand-mère qui est née en esclavage à La Réunion, dans la famille Géla. Et elle a été franchisée. Affranchie. Elle a été affranchie. J'ai son acte d'affranchissement. Et ensuite, elle s'est mariée avec un Tahitien. Elle a eu donc ma grand-mère qui est moitié tahitienne, moitié africaine, probablement du Bénin, parce qu'ils ont été départagés à Bordeaux. Ensuite, ma mère, elle s'est mariée avec un Russe asiatique et elle a épousé un Espagnol. Donc, je suis un petit mélange de tout ça et j'ai grandi en Polynésie. Donc, j'ai grandi sous les tropiques et j'ai passé les 3/4 de ma vie sous les tropiques à la voile avec mes enfants. Donc, je sais quelle est la valeur extraordinaire de toute l'alimentation tropicale. D'ailleurs, les Européens, en France par exemple, au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'aubergines, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de pommes de terre, il n'y avait pas d'oignons, il n'y avait pas de poireaux, toutes ces choses-là n'existaient pas. L'alimentation à l'origine, elle est tropicale, puisque l'être humain à l'origine est tropical. Et on a encore 75% de la population mondiale qui est tropicale. Donc, c'est vraiment le modèle. Pourquoi les Vikings sont partis à la voile ? Parce que dans leur pays, rien ne poussait et que la Terre avait basculé de 90 degrés, ils se sont retrouvés au froid et ils ont raconté dans leur légende qu'il y avait un Éden, un paradis qui existait, un pays où il faisait bon toute l'année, où on n'avait pas froid, où on n'avait pas trop chaud et où on trouvait les légumes, les fruits en
abondance. C'est comme ça que tous les navigateurs des pays nordiques sont partis à la recherche de ça. Et moi, grandissant sur ma petite île, Tahiti, c'est un tout petit point, c'est même pas la moitié de l'île de la Réunion, au plein milieu du Pacifique. Je ne rêvais que d'une chose, c'était être un oiseau ou un poisson pour pouvoir aller voir les autres pays, voyez. Et ce que je trouve formidable dans cette alimentation que je décris, qui est traditionnelle partout et qui est reconnue officiellement par Harvard maintenant, qui est recommandée par Harvard, c'est qu'en plus elle maintient le lien culturel. C'est-à-dire que la première transmission culturelle se fait par l'alimentation. C'est la première chose. Et quand on se met à vouloir manger des régimes inventés par des gens qui se sont guéris d'un cancer en inventant une méthode, ça m'horripile parce que ça vous déracine, ça vous sort de vos racines. Et cette transmission, pour moi, est absolument indispensable. Moi, j'ai la transmission de beaucoup de cultures, bien sûr, parce que je peux goûter les cultures de tous les pays d'origine. Le problème n'est pas là, mais ce sont des cultures. Ce ne sont pas des alimentations inventées comme M. Shelton qui avait créé les combinaisons alimentaires et puis qui voulait finalement, si on suivait Shelton, on mettrait à bas toute l'alimentation traditionnelle, puisqu'il fallait pas mélanger, par exemple, des haricots rouges avec un petit peu de poulet. Vous voyez ? Il fallait pas mélanger des tomates avec des céréales. Donc, on met pas des tomates avec du riz. C'est complètement aberrant. Ce sont des gens qui travaillent intellectuellement dans des laboratoires. Ce qu'on appelle la séparation des... Complètement. Alors, j'ai oublié le nom. Des molécules. C'est ce qu'on appelle des spécialités et tout. Des molécules, des... J'ai oublié le nom. Oui, c'est dans tout ça, oui. Tout à fait. Mais bon, on a vu ça dans plusieurs bouquins d'ailleurs, de ne pas mélanger les lipides avec et ça c'est complètement les absurde. sucres lents. Voilà. Mais ce n'est qu'une question de quantité et de proportion. D'accord. Tout est là. En fait, le repas de base, il y a 2 repas de base dans tous les pays du monde à l'origine. Vous avez le fruit, mais le fruit complet, c'est-à-dire un fruit normal dans la nature, un vrai fruit. Il a un très gros noyau ou de très gros pépins qui contiennent des protéines végétales et la graine qui contiennent beaucoup d'huile et il y a la chair du fruit. Et il faut manger le tout. Le problème, c'est qu'on a sélectionné les fruits avec le temps pour qu'ils aient de plus petits noyaux ou de tout petits pépins. Résultat, on a trop de chair par rapport à la graine qu'on devrait manger, on déséquilibre le fruit et on a trop de fructose. Il faut rétablir cet équilibre. Le problème est qu'on ne peut plus manger les amandes des noyaux des fruits que nous avons cultivés parce que pour pouvoir se reproduire, pour se protéger, ces amandes sont devenues toxiques pour nous, alors qu'à l'origine, elles ne l'étaient pas. Et du coup, on peut faire, pour rétablir l'équilibre du fruit, on peut manger des fruits avec des amandes et avec de l'huile. Et on rétablit l'équilibre du fruit. Cette préparation, c'est vraiment la plus naturelle qui existe. Et puis vous avez une autre préparation que j'appelle, pour faire plaisir aux enfants, le Miamo 5, où vous avez une céréale ou un tubercule, c'est-à-dire ça peut être du riz ou une patate douce. Vous avez des légumes, vous avez un petit peu de haricots rouges ou de haricots blancs, etc. Vous avez là-dedans un petit peu de protéines animales, ça peut être un œuf, ça peut être un bouillon de poulet, ça peut être une tête de poisson, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et puis, de l'huile. Vous reconnaissez là tous vos plats créoles, vous reconnaissez là le couscous, la paella, le cassoulet. Dans le monde entier, n'importe où vous allez au Liban, vous allez en Chine, vous allez en Inde, et c'est le repas qui coûte le moins cher. Ce qui veut dire que pour être un peu plus parler de proximité, le repas réunionnais des années 70, 80, c'est-à-dire un peu de riz, des breads, des grains et une sardine, c'est celui que j'ai mangé au restaurant l'autre jour, extraordinaire. Ça, c'est le repas, je dirais, qu'aujourd'hui, qui paraît le plus... C'est le plus extraordinaire. Ouais. Et quand on le mastique bien et qu'on se régale, le corps se met à fabriquer des graisses brunes qui sont déclarées depuis 2014 par Harvard comme un organe à part entière qui a 18 fonctions. Donc, quand on ne mange pas de cette façon-là, on se prive d'un organe
fondamentale qui régule le cholestérol, qui régule le sucre, qui régule le système hormonal, qui régule le poids, qui l'appétit, la température du corps, qui va réparer les vaisseaux sanguins, qui va empêcher la formation des caillots. Enfin, c'est extraordinaire. On n'a plus de problème ni d'obésité, qui va même éliminer le diabète de type 2. J'ai été conviée par le Centre européen d'études du diabète le 23 novembre pour intervenir. J'étais la seule qui n'était pas un professeur de médecine. Enfin, moi, je suis ingénieur et puis j'ai un diplôme de diététique, mais j'avais en face de moi des professeurs de médecine, que des médecins, qui m'ont fait venir parce que depuis 15 ans, ils voient les résultats formidables de ma méthode sur leurs patients. Et c'est un centre européen de recherche sur le diabète. C'est quand même pas rien du tout. J'avais un peu l'impression d'être l'étudiant de service qui venait leur apporter une information prise à la fac, quoi. C'était un peu ça. Mais n'empêche qu'ils vont me faire revenir là, parce que il faut revenir à ces sources-là. Donc, c'est surtout se reconnecter à la nature, finalement. Mais complètement. Complètement. Et puis, alors, il faut savoir d'où vient ce qu'on mange. Le plus possible, c'est-à-dire cultiver son jardin ou aller prendre chez sa grand-mère. Plus on est proche de l'aliment qu'on mange, mieux c'est. Pour le cerveau, c'est très important. Quand vous grimpez dans le manguier et que vous mangez une mangue dans le manguier, c'est un bonheur divin. La même mangue, vous la mettez dans votre panier, vous la posez sur la table et vous la mangez quelques heures plus tard. Elle a beaucoup moins de saveur. Parce que le cerveau, quand vous étiez dans l'arbre, savait que personne n'était allé aux toilettes et n'avait touché la mangue avec ses mains, par exemple. Et il savait d'où venait la mangue. Quand elle est sur la table, il ne sait pas qui a touché la mangue. Et donc, il va devenir méfiant. Le cerveau archaïque, les neurosciences apportent des connaissances extraordinaires sur l'alimentation. Et là, il va commencer à stresser un petit peu en se disant j'espère que ma mangue n'a pas été souillée. Vous voyez ? Donc, alors, si en plus la mangue, au lieu de la trouver sur la table, c'est vous qui l'avez cueillie, mais vous la trouvez au supermarché sous plastique, si en plus elle a été coupée, on a enlevé la peau, etc., et qu'on vous l'a mise dans un récipient en plastique, vous imaginez, ça va créer du stress. Le docteur Jean-Marie Bourg, directeur de recherche à l'INSERM, écrit que la plus grande partie du stress des gens des villes vient du fait qu'ils ne savent pas d'où viennent leurs aliments. Vous vous rendez compte ? C'est un stress inconscient qui vient du cerveau archaïque, mais qui est très important. Ce qui avait donné, il y a quelques années, le mot en vogue, la traçabilité de l'aliment. Exactement. Tout à fait. La question là-dessus, justement, Virginie Chandelot, c'est le corps humain, puisque vous les avez entre vos mains, ça se voit quand vous touchez quelqu'un, s'il a une bonne ou une moins bonne alimentation ? Ça se voit même sans le toucher, je dirais. Le corps, quand il est composé, comme dit France Guilin, de bonnes graisses brunes, et quand on pratique la méthode, parce que moi, en fait, je n'en aurais pas fait parler si je n'avais pas moi-même expérimenté la méthode, je constate directement, alors que j'étais la première à avoir déjà une très bonne hygiène de vie. Ce que recommande France, une grande partie de ces aliments, je les avais dans mon alimentation, mais je les associais pas forcément bien au bon moment et pas dans les bonnes quantités. Et je n'avais donc pas les résultats que j'ai aujourd'hui en pratiquant depuis juste 3 mois la méthode. Et les résultats, je les ai eus déjà au bout d'1 mois. C'est-à-dire que votre silhouette se transforme, votre peau, vos muscles, vos cheveux, tout se transforme à partir du moment où vous remangez de façon équilibrée, naturelle. Donc, où vous ne mettez plus dans votre quotidien trop de sucre, trop de mauvais gras, où vous allez associer vraiment les bonnes huiles, les bonnes graines avec les bonnes vitamines et les bons légumes crus, parce que le cru est capital. Et moi d'ailleurs, je fais partie d'une génération qui a grandi dans l'industrialisation, et dans mon enfance, on mangeait effectivement beaucoup de plats préparés, et pour manger dans une cuisine, on avait l'impression qu'il fallait toujours chauffer quelque chose. Or, on a la possibilité variée et infinie de pouvoir manger des légumes crus sous toutes leurs formes, sans avoir à sortir une casserole, à faire du feu, ou à chauffer quelque chose qui va être dénaturé dès qu'il va être cuit. Et ça, France aussi l'explique très bien. Et ça, c'est très important, parce que moi, ça fait très longtemps que je dénonce le fait que l'occidentalisation envahissante dans le monde a énormément développé la cuisson. Alors, je ne suis pas du tout contre le cuit, parce que c'est super bon. Le problème n'est pas là, mais c'est que ça fait réchauffement de l'atmosphère. Et l'OMS, il y a 2 ans, m'a réjoui en dénonçant le fait que
on fait trop cuire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un repas sans faire cuire. Et ensuite, entre les repas, on fait chauffer le café, etc. Ça fait énormément de carburant utilisé. Or, moi qui ai beaucoup navigué, j'étais extrêmement sensible à l'économie du carburant. J'ai jamais fait réchauffer des pâtes ni du riz parce que j'allais pas dépenser plus de pétrole pour faire cuire. Et ça coûte cher aussi. Donc, dans un budget, ça grève un budget de faire cuire tout le temps, de faire trop cuire et réchauffer. Et en même temps, ça pollue l'atmosphère. Donc là aussi, on participe à l'écologie. Et quand on n'est pas très riche, manger du cru, c'est une économie financière et c'est un bénéfice en vitamines et en sels minéraux. Donc c'est tout gagné. C'est un paradoxe parce qu'il y a quelques semaines de ça, j'avais sur cette place une dame qui me disait il faut éviter de manger tout ce qui est cru parce que ça n'aide pas au transit. Alors c'est faux, parce que d'abord nous ne sommes pas nés avec un réchaud dans les mains. L'être humain à l'origine est fait pour manger cru, mais il faut se servir de ses dents. Il faut mastiquer. Quand on mange du cru, que ce soit légumes ou fruits, il ne doit rentrer dans l'estomac que du liquide et de la poudre. C'est-à-dire que quand on mange de la salade de carottes, si vous vomissez, j'ai vu des gens vomir sur les voiliers, eh bien il ne doit pas y avoir le moindre petit bout de carotte qui sort. Il doit ressortir que de l'eau et de la poudre, c'est tout. Et donc ça c'est fondamental et du coup on mastique bien. La bouche c'est un scanner qui analyse tout ce qui rentre. Ça va permettre au cerveau non seulement de couper l'appétit quand il sera rentré à cette chose, donc on va pas trop manger, mais en plus il va analyser de façon à organiser la digestion. On n'aura pas de remontée acide, la digestion va se faire de façon fluide et il va pouvoir prévenir l'intestin de ce qu'il doit garder, de ce qu'il doit expulser. Il va pouvoir prévenir les cellules de ce qui arrive. Si vous me dites je fixe pas le calcium ou le magnésium, je vais vous répondre vous ne mastiquez pas. Et de plus en plus de médecins sont en train de dire ça maintenant. Donc la mastication est fondamentale si vous ne mastiquez pas, les cellules n'étant pas averties, c'est comme si vous lanciez un ballon à quelqu'un qui vous tourne le dos. Elles ne peuvent pas capter ce dont vous avez besoin. D'accord. Oui. On a déjà fait 22 minutes. Donc il va me rester 3 minutes pour conclure avec vous. Alors d'abord parler de vos ouvrages. Donc, alors la méthode, qu'est-ce qu'il y a dans cette méthode ? Alors dans la méthode, je parle de l'alimentation, de la mastication, du soleil qui est un aliment, de l'argile qui est un complément formidable et du bain dérivatif qui est qui est la manière de réguler la température pour éliminer l'état inflammatoire. Avant tout le monde faisait ça. Il faut avoir de la fraîcheur dans l'entrejambe. On peut mettre de l'eau, on peut mettre ce qu'on veut. Oui, j'explique bien comment il faut faire. D'accord. Il y a également donc des repas vite faits, pas chers et vivifiants. Fait en 20 minutes. Des repas absolument parfaits. D'accord. Fait en 20 minutes, il faut être capable quand même de savoir cuisiner. Hein, parce que faire en 20 pas minutes, vraiment. Beaucoup d'étudiants utilisent ça, sont absolument une salade c'est très. Ils ont tout. C'est une question d'organisation. Avec un petit cuiseur à riz pas cher, on arrive à faire son repas en 20 minutes. Le miam aux fruits, donc également. Donc, qui est justement le fruit, c'est-à-dire c'est vraiment un repas de fruits. Aujourd'hui, on en reviendra un jour là-dessus. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau. C'est que il y a quand même beaucoup de choses et souvent ils sont contradictoires. Entre ceux qui disent il faut pas boire trop de jus de fruits parce qu'il y a du sucre, entre ceux qui disent il faut manger des fruits parce que ça... Alors, le jus de fruits, le cerveau ne peut pas le traiter parce qu'il ne peut pas l'analyser. D'accord. Tandis que croquer un fruit, il y a encore problème. L'INSERM a démontré que croquer une pomme en la liquéfiant apporte un bénéfice monstrueux. Vous buvez 20 litres de jus de pomme bio, en biodynamie, tout ce que vous voulez, vous ne fixez que le sucre. D'accord. Donc, et ça coûte beaucoup moins cher de manger juste un fruit. D'accord, écoutez, j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau et merci en tout cas à Virginie Chanteloup de vous avoir emmené. Panzia donc qui est venue à la Réunion. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup et puis merci à la Réunion. Et j'espère vous revoir en tout cas sur ce plateau et puis voir autre chose. En tout cas sur la nutrition réunionnaise, j'espère que si j'ai l'occasion de vous revoir, voir un petit peu aujourd'hui ce que les breads apportent parce qu'apparemment il y a un retour vers les breads. Bien sûr. Et également vers un repas un peu plus, je dirais, plus dans la coutume, dans la culture, dans l'héritage, plutôt que de partir vers
une nourriture de plus en plus visuelle et de moins en moins nutritive. Bien sûr. Merci. France Guilin, merci à vous également. Merci à vous. Et merci à vous. Virginie Chanteloup. Oui. On a fait 25 minutes, donc j'espère que vous avez eu le plaisir de cet échange. En tout cas, merci à vous. On va passer à la rubrique du mardi, c'est-à-dire Ruf Zarlor, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous présenter un livre, le livre qu'il a apprécié. Juste après, il y aura donc le Kosaïdi dans notre commune. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Joseph Justine. Je vais vous présenter un livre qui m'intéresse vraiment beaucoup. Un livre sur Mafat, dans le temps de Mafat à l'époque. Il va nous montrer comment il vivait à l'époque, comment ça se déroulait, les choses qu'on fait maintenant sans la modernité d'aujourd'hui. Alors, à Mafat, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À Mafat, il vivait dans les maisons en paille. Il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas comme aujourd'hui. Les organisations n'étaient pas la même qu'aujourd'hui. Les facteurs passaient et venaient à pied. Il faisait 80 km à pied, 20 kg dans son sac, de courrier, de colis, de lettres. Et surtout des gains aussi, par exemple au loto, qui jouaient aussi. Il y avait aussi des organisations comme le mariage qui n'était pas du tout comme aujourd'hui. Ils n'avaient pas de voiture, ils marchaient à pied pour aller à la chapelle, des kilomètres à pied, c'était un cortège qui était à pied. Ils vivaient aussi très à l'écart des autres communes, comme Saint-Denis et au port, où ils faisaient les marchandises. Ils achetaient et le facteur les livrait leurs marchandises. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Ce livre a quelque chose qui est très culturel à l'heure d'aujourd'hui. Il peut nous montrer la vie d'avant, comment ça se déroulait, comment ça se passait, comment ils vivaient. Et pour moi, j'ai choisi ce livre pour montrer aux gens que lire, c'est très culturel à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui, beaucoup de personnes ont forcément oublié par rapport aux médias et à leur oubli de lire. J'ai choisi aussi ce livre parce que pour moi il a un lien affectif, vu qu'il y a aussi ma famille dans ce livre, tante, tonton, tati, grand-mère, et que je trouve vraiment cela très intéressant à vous le faire découvrir. Alors je vous conseille de lire ce livre parce que il est très intéressant. Il apporte beaucoup de connaissances sur la vie d'avant, sur la vie de l'époque qui n'est pas comme aujourd'hui. Et c'est vraiment un livre très culturel qui apporte beaucoup à nos connaissances et qui est vraiment très important pour l'île de la Réunion.
Saint-Denis, vous êtes conviés à la seconde édition Réunion Sonore Festival le 16 février à partir de 20h jusqu'à 4h à la Cité des Arts de Saint-Denis. Le Tampon, la ville vous convie à son salon Maison et Jardin les 9, 10, 16 et 17 février de 10h à 18h au Grand Kiosque Plaine des Caves. Saint-André-de-Corréal organise le Salon du Bien-être de l'Est le 17 février à 9h au Jardin des Mille et une Saveurs. La Possession, vous êtes invité à la brocante de la Possession le 3 mars de 5h à 13h sur la place du marché forain. Saint-Pierre, vous êtes convié aux Francopholies du 8 au 10 mars. Saint-Louis, vous êtes convié au traditionnel marché de producteurs le 10 mars de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis, vous êtes invité au Salon de la Ferme en ville, Jardin et produits du terroir 2019 du 13 au 17 mars au Parc des Expositions de Saint-Denis. Saint-Denis, venez voir Galigalong, écho des femmes de l'océan Indien, un spectacle interculturel autour des chants et danses traditionnelles de l'océan Indien, porté par la voix d'une soixantaine de femmes le 15 mars de 20h30 à 23h30 à la Cité des Arts. Plaine des Caves, vous êtes attendus pour les foulées de la trisomie le 17 mars au champ de foire à la Plaine des Caves. Info au 0692 640 859 ou au 0692 877 385. Trois bassins, une exposition canine est programmée les 30 et 31 mars au complexe sportif de Trois Bassins. Saint-Denis, vous êtes attendus pour la 31e édition du Salon de la Maison qui se déroulera du 27 avril au 5 mai au Parc des Expositions de la Nordelle à Saint-Denis. Saint-Denis, Salon des Seniors Réunion vous invite à la 4e édition du 31 mai 2019 au 2 juin 2019 de 9h à 18h au Parc des Expositions de Saint-Denis.